Donc je vais un peu développer les mêmes aspects que ce qu'a traité très bien Martine, mais dans une perspective plus historique, puisque c'est une longue histoire, la concentration des médias. Elle est aussi ancienne que le journalisme lui-même. Simplement, il y a trois acteurs dans cette concentration. Il y a évidemment le pouvoir médiatique, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique. Et les trois jouent un rôle très important aujourd'hui. Et on peut dire que le parent pauvre, c'est souvent le pouvoir médiatique. Ce qui reste de liberté au journalisme face au pouvoir politique et économique est souvent très ténu. Au départ, il y a juste finalement deux acteurs. Il y a le pouvoir médiatique qui est réel d'emblée, et puis le pouvoir politique face à lui. En France notamment, la presse a été placée sous la tutelle de l'État, donc dans une dynamique de concentration. C'est-à-dire qu'il y avait des gazettes assez libres au départ, et puis on a regroupé tout ça, on a interdit les journaux, et on a des journaux officiels qui ont duré tout au long de l'Ancien Régime et qui étaient là pour propager une vérité officielle. Le plus célèbre, c'est la Gazette. Là, je vous ai mis un exemplaire, le premier exemplaire, et puis un exemplaire beaucoup plus tardif du XVIIIe siècle. C'est le premier périodique officiel français, mais c'est loin d'être le premier périodique tout court. Il y avait des journaux dès le début du XVIIe siècle. Simplement, ça va être un journal qui aura un privilège dit perpétuel, donc un monopole sur l'information politique. Et sous Louis XIV, on va compléter cela avec le Journal des savants, qui s'adresse, lui, au public érudit, public savant, très influent à l'époque. Et enfin, avec un troisième périodique qui s'appelle le Mercure galant, d'où le Mercure dans Jupiter et Mercure. Mercure, ça désigne la presse, évidemment. Et dès le XVIIe siècle, il y a un journal qu'on pourrait dire People. C'est l'ancêtre de la presse People, le Mercure galant, mais de la presse People à la française, c'est-à-dire où on va valoriser la vie privée du roi, selon ce qu'il a envie que l'on en dise, bien sûr, avec une parole ultra contrôlée, ultra verrouillée. Donc au XVIIe siècle, vous avez trois journaux qui vont exister comme ça jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, qui détiennent chacun un privilège, un monopole de principe sur un domaine de l'information. C'est un système tripartite qui, a priori, est redoutable d'efficacité, puisque ça correspond aux trois grands publics de l'époque, public politique, enfin, celui qui aime l'information politique, public savant, et donc un public mondain qui, lui, est friand de la vie de la cour et d'une information plus légère. Donc, a priori, ce système est très efficace et il est entièrement contrôlé par l'État. Dans ce cadre-là, vous avez déjà un pouvoir médiatique qui est très puissant et qui a été critiqué. La haine de la presse, ça remonte à très longtemps, et cette pièce-là, qui s'appelle Le Mercure galant ou la comédie sans titre, traduit ça, c'est-à-dire la détestation du journalisme, mais aussi de ce qu'on associe au journalisme, et parfois à juste titre. Ça montre que le Mercure galant, qui était contrôlé par un homme qui s'appelait Donneau de Visé, qui était l'un des hommes les plus riches de son temps, il vit évidemment de la protection du pouvoir et du fait que le Mercure est le prolongement même de la puissance publique, du pouvoir royal. Et donc, dans cette pièce, on voit que les gens sont prêts à tout pour que leur nom apparaisse dans le Mercure. Et on a, dans cette pièce où le journaliste n'apparaît pas, un défilé de gens qui viennent tous solliciter la chance de voir son nom figurer dans le Mercure, et qui sont prêts à toutes les compromissions, toutes les bassesses et tous les cadeaux, pour le dire clairement, pour ça. Et ça correspond à une réalité. Donc le pouvoir médiatique, la vénalité du journalisme, elle existe déjà au XVIIe siècle, mais elle est entièrement placée sous la tutelle de l'État. C'est-à-dire que l'État peut retirer immédiatement son privilège à Donneau de Visé et le donner à quelqu'un d'autre. Et ça se faisait d'ailleurs régulièrement. Donc, une concentration qui passe uniquement par le truchement du pouvoir politique. Et ça va évoluer petit à petit, parce que ce système tripartite, il est certes très efficace, mais il va être contesté de plus en plus, et il y a un vent, évidemment, de liberté avec les Lumières. Et le premier empire médiatique au sens contemporain du mot, c'est en France Charles-Joseph Panckoucke, qui va, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, progressivement contrôler justement tous les privilèges dont je vous ai parlé, donc le Journal des savants, le Mercure, qui s'appelle à ce moment-là le Mercure de France, et la Gazette, et puis en créer de nouveaux, dont le Moniteur universel, et c'est quelqu'un vraiment plus favorable aux idées des Lumières, qui va éditer l'encyclopédie, qui fera la première édition complète de Voltaire, mais qui doit négocier avec le pouvoir malgré tout. Donc on est là typiquement dans ce triptyque, un pouvoir médiatique, économique, politique, et les trois resteront associés en France jusqu'à aujourd'hui. Donc Panckoucke, c'est le premier empire médiatique, et il est à la fois attaché à la liberté et obligé de tenir compte de la tutelle du pouvoir. Au XIXe siècle, et c'est un personnage qui a été évoqué par Martine Orange, c'est les débuts de ce que mes collègues du XIXe, donc spécialistes de la presse du XIXe, appellent l'ère médiatique, en 1836.
le lancement de ce quotidien-là, La Presse, premier journal populaire qui, comme le disait Martine, mise sur l'abonnement et la publicité pour conquérir de nouveaux publics et qui mise aussi sur le roman feuilleton. Vous voyez, au bas de la page, ce qu'on appelle le feuilleton, c'est le bas de la page du journal, le rez-de-chaussée, on dit aussi. Et là, on va commencer à publier des romans et ça va amener à La Presse un lectorat populaire qui jusque-là ne se mêlait pas du tout du journalisme. Donc là, le journalisme prend une ampleur, une diffusion qu'il n'avait jamais connue jusque-là, et avec des gens qui sont plus autonomes du pouvoir politique. Alors Girardin, ce qui donc lance ce journal, on l'appelle le Napoléon de la presse, il a lui-même eu un rôle politique, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à la liberté, à l'autonomie du journalisme, et qui va présider les travaux de la Grande Loi, et on est toujours là dans le cadre de cette loi en France, la loi de 1881, dont on a fêté les 140 ans l'an dernier, fixe les droits et les devoirs du journalisme, mais elle est très libérale, elle permet vraiment une indépendance du journalisme qu'on n'avait jamais connue jusque-là. Son article premier est très clair, l'imprimerie et la librairie sont libres. C'est une loi tout à fait remarquable qui marque vraiment, qui est toujours aujourd'hui un des socles de la République. Et Girardin a présidé pendant 2 ans les travaux de cette commission et il meurt juste avant le vote de cette loi. Donc tout ça pour vous dire que la concentration et ces grands empereurs médiatiques, ils n'ont pas forcément tous les ennemis de la liberté de la presse. Girardin, c'est pas un ennemi de la liberté de la presse. Jean Prouvost, par exemple, que je vous ai mis ici, c'est pour vous donner des exemples au XXe siècle. Il a fondé Marie-Claire, donc premier grand magazine féminin. Il a fondé Paris Soir et puis donc Paris Match après la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi un acteur des médias qu'on ne peut pas qualifié de comme ça, subordonné purement et simplement aux ordres du pouvoir. Robert Hersant, c'est un peu plus compliqué, je vous l'ai mis parce que ça a été, on l'appelait le papivore dans les années 80, il va contrôler Le Figaro, une grande partie de la presse régionale, une quinzaine de quotidiens régionaux, et lui, il va être un acteur politique majeur, notamment en faveur d'une droitisation, alors qui n'est pas l'extrême droitisation qu'on connaît aujourd'hui, mais il soutient une droite, disons, parlementaire dans les années 80, et ça a été un des acteurs majeurs de la concentration des médias. Mais la période que l'on vit aujourd'hui, ça sera ce que je développerai maintenant, est malgré tout assez inédite. C'est une double crise qu'a bien évoqué Martine. Alors je ne vais pas détailler. Il y a à la fois une crise structurelle, qui est cette révolution numérique qui nous concerne tous et qui a beaucoup plus d'influence pour le journalisme que pour le livre. On parle de troisième révolution du livre, puisqu'il y a eu Gutenberg, il y a eu le 19e siècle, toute la révolution industrielle, et il y a donc cette révolution numérique. En fait, c'est beaucoup plus une révolution du journalisme sur le plan économique qu'une révolution du livre. Toute l'économie du journal a été modifiée par cela et fragilisée par cela. Et puis, il y a une autre crise, une crise qui est plus conjoncturelle, qui est celle du Covid, qui a précipité la faillite ou en tout cas la disparition d'empires. Et on peut en citer 2 en particulier. Il y a d'abord le retrait du groupe allemand Bertelsmann, grand acteur des médias. Alors là, je vous ai mis les 8 oligarques français parce que ça, c'est un montage qu'on voyait beaucoup au moment des Gilets jaunes. Alors moi, j'ai tendance à combattre ça. Ça m'a valu d'ailleurs d'être attaqué par Acrimed. Je vois qu'on a une représentante d'Acrimed ici. Et j'ai été présenté comme un défenseur des oligarques, ce que je ne pense pas être. Mais je ne pense pas que tous les journalistes soient les marionnettes des oligarques. En l'occurrence, donc parmi les Gilets jaunes, il y avait une contestation du pouvoir journalistique que je trouvais parfois excessive parce que je crois que beaucoup de journalistes arrivent à faire un travail dans leur rédaction, même quand ces rédactions sont soumises à un impératif économique et sont sous la tutelle d'un oligarque. Le modèle idéal, c'est Mediapart. On est complètement d'accord là-dessus, ou Mediacité, Mars Actu, ça a été cité. Mais on peut faire un travail aussi indépendant que possible, même quand un journal appartient à un oligarque. Donc ça, c'était les 8 oligarques. Le problème, c'est qu'à la limite, avec ces 8 oligarques, on peut encore se dire que les journalistes ont une relative autonomie. Mais on a beaucoup moins d'oligarques que ça en quelques années, là. Puisqu'il y a le retrait de Bertelsmann. Et Bertelsmann, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est d'abord un groupe de presse hebdomadaire. Il y a une vingtaine de titres de la presse hebdomadaire. Des titres, c'est très vaste, parce qu'il y a des titres assez people, comme Voici et Gala. Et puis il y a des titres plus mainstream et plus haut de gamme, comme Géo, comme Capital. Et puis, c'est surtout M6 et RTL. Et là, dans la dynamique en cours de l'affrontement entre Jupiter et Mercure, entre le pouvoir présidentiel et la presse, M6 et RTL sont un enjeu considérable en ce moment. Et d'ailleurs, on n'en parle pas, à part Mediacrash qui évoque évidemment ces questions. Ça devrait être un enjeu de la campagne et ça ne l'est absolument pas. Donc, il y a le retrait de Bertelsmann qui amène donc le
le rachat de Prisma Media par Bolloré, hein, ça a eu lieu l'année dernière, donc ça fait partie maintenant de l'empire Vivendi, et M6 et RTL qui sont en cours d'acquisition, et le pouvoir politique actuel, donc Emmanuel Macron, fait tout, jusqu'à même très certainement provoquer la démission, ou en tout cas la non-reconduction de la présidente de la Haute Autorité de la Concurrence, qui était opposée à cette fusion. Donc le but d'Emmanuel Macron, ou en tout cas de l'Élysée, c'est de permettre la fusion entre TF1 et M6. Donc le rachat de M6 et RTL par TF1, ce qui pose d'énormes problèmes de pluralisme de l'information et puis même de droits télé, de recettes publicitaires. C'est un enjeu énorme pour l'audiovisuel et personne n'en parle. Évidemment, l'autre aspect de cette deuxième crise, cette crise conjoncturelle du Covid, c'est ce qui se passe pour le groupe Lagardère. Alors, Arnaud Lagardère a été un piètre héritier de son père Jean-Luc, mais il n'a pas eu de chance, faut bien lui reconnaître, puisque au début de l'année 2020, il avait annoncé que certes, son groupe de médias était en mauvaise posture, mais il voulait le conserver et au moins conserver les 3 joyaux auxquels son père était attaché, Europe 1, Paris Match, le JDD, le journal du dimanche. Et pour permettre la survie de son groupe, il misait sur le commerce, ce qu'on appelle le travel retail, c'est-à-dire le commerce dans les gares et les aéroports, qui est un héritage d'Hachette, c'est-à-dire ce qu'on appelait les relayages, vous avez connu ça, c'est Relay maintenant. Alors ça date du 19e siècle, Hachette qui a misé sur les gares pour vendre ses livres et créer même des collections. Et c'est l'héritage de ça. Et il avait compris, ce qui était juste, que c'était un secteur de croissance très fort. Sauf qu'au moment où il fait ce pari-là, c'est le Covid, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien. Donc c'est une faillite totale pour ce secteur de l'activité, au moment même où il misait là-dessus pour sauver son groupe. Donc il va être obligé de faire rentrer à la fois Bolloré et Arnaud pensant contrôler les deux. Et puis finalement, comme à chaque fois qu'on fait rentrer Bolloré quelque part, c'est Bolloré qui vous croque tout cru, hein, c'est ce qui lui est arrivé. Et donc Europe 1, le Paris Match, le JDD sont en train d'être rachetés officiellement par le biais d'une OPA par Vivendi, mais en réalité depuis l'année dernière, ces groupes, Europe 1 c'est très clair, et le JDD, Paris Match, qui pourtant sont d'excellents journaux avec de vraies rédactions, c'est le même mouvement est en cours. Il y a Bolloré, qui a officiellement quitté ses fonctions, mais qui est toujours là en réalité, place ses hommes partout. Et donc, le prochain enjeu, ça sera le Figaro. Alors, je vous ai mis le premier numéro et le dernier, celui de ce matin. Le Figaro, c'est né en 1826, c'est donc un des plus anciens journaux français, c'est un des grands titres de la droite classique. Et la seule chose qui manque à l'Empire Bolloré, c'est un quotidien, qui est très important traditionnellement en France. Il n'en a pas, contrairement à R100 en son temps. Et donc, il mise là-dessus, sauf qu'il aura sur sa route Bernard Arnault, qui lui brigue également la succession du groupe Dassault, qui va certainement donc revendre le Figaro. J'en viens à la troisième partie, c'est-à-dire vraiment l'actualité immédiate et une projection vers l'avenir. Jupiter face à l'Empire, l'inexorable droitisation des médias. Cette droitisation, vous la voyez tous, et nous la voyons tous. Cette campagne a été affectée dans des proportions considérables, en fait, depuis 2019 et l'arrivée sur CNews d'Éric Zemmour. Et plus largement, c'est un combat que mène Vincent Bolloré. Ce qui est nouveau dans ce groupe-là, alors là, je vous ai mis, c'est l'Humanité qui avait fait ça, c'est-à-dire c'était l'an dernier. Le groupe Bolloré tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a, ils mettent dans le viseur de Bolloré, maintenant c'est plus que dans le viseur, ça appartient à Bolloré. Il y a le groupe Prisma, donc il y a donc Vivendi. Il va contrôler l'édition. Si Hachette et Editis, c'est plus de la moitié de l'édition française, c'est considérable. Il contrôle la communication avec Havas, qui est l'une des 2 principales agences de communication au monde. Il contrôle du jeu vidéo, enfin, il contrôle. On n'avait jamais vu dans la France un empire aussi étendu, aussi vaste dans sa dimension, avec à la fois la concentration horizontale et verticale. Et ce qui est nouveau aussi, en fait, c'est un retour historique. Tous les gens dont je vous ai parlé jusque-là étaient des industriels qui investissaient dans les médias, non pas parce que ça rapporte plus aujourd'hui, on peut plus faire fortune avec les médias, mais plutôt parce que c'était des outils d'influence et de prestige. Bolloré a vendu toutes ses activités africaines l'année dernière, et il mise sur les médias. C'est-à-dire, au moment où il abandonne son groupe à sa famille, ça n'est plus qu'un groupe de médias au sens très large, c'est-à-dire publicité, communication, jeux vidéo, presse écrite, audiovisuel, aussi bien radio que télé. Parce qu'il pense qu'en contrôlant l'ensemble des flux, eh bien, on peut être extrêmement puissant politiquement, culturellement et économiquement. Or, Vincent Bolloré, contrairement à tous ces oligarques dont on a parlé, est dans une stratégie vis-à-vis du pouvoir politique de contestation. Et d'où la campagne qu'on a vécue, d'où l'émergence de Zemmour, qui évidemment a été permise par ce groupe sur lequel il est
pas né parce qu'il existait depuis 40 ans et puis il était dans les médias depuis les années 2000, mais on lui a donné une tribune qui lui a permis de construire sa candidature. Et on voit bien à quel point CNews, mais tous les autres médias de Bolloré, parce que même cette inflexion, on la sent déjà au JDD à Paris Match, enfin, surtout au JDD, sont au service de cette idéologie d'extrême droite. Et même si ça vient de changer là un petit peu parce qu'on revient dans une campagne plus classique, mais comme c'est bien montré dans Media Crash par Claire Secaille, ma collègue, qui est une chercheuse au CNRS, qui a regardé TPMP, qui continue à regarder TPMP. C'est une émission de divertissement, mais où la campagne s'est en grande partie construite. Et ce qu'elle a montré, c'est qu'entre septembre et décembre, 45% du temps d'antenne politique de TPMP était dédié à Éric Zemmour. Et uniquement pour le victimiser, montrer à quel point il était victime d'attaques injustes de la part de ses détracteurs. Donc on a un groupe de presse, Bolloré, qui n'est plus dans l'accommodement raisonnable avec le pouvoir politique, c'était la situation qu'on avait avant, mais qui est dans la contestation de ce pouvoir, qui a son propre agenda. Et il a face à lui un président qui a beaucoup utilisé lui-même l'extrême droite, qui est très mitterrandien de ce côté-là, Emmanuel Macron, au sens où Jupiter, d'ailleurs, c'est un renvoi à François Mitterrand. Son communicant, je vous ai mis en haut à gauche, là, qui s'appelait Jacques Pilan, avait théorisé la notion de présidence jupitérienne. Donc, Macron est clairement inspiré par ces théories et par cette idée qu'on doit maîtriser les médias, être le maître des horloges, dicter son rythme et aussi utiliser des médias a priori très éloignés de soi. D'où l'utilisation de l'extrême droite, exactement ce qu'avait fait Emmanuel Macron, François Mitterrand dans les années 80, puisque c'est grâce à François Mitterrand que, et c'est tout à fait officiel, il y a des courriers adressés au président de chaîne, que Jean-Marie Le Pen est devenu un invité récurrent des émissions politiques des années 80. Jusque-là, le Front National n'avait pas droit de citer dans les médias. Donc cette triangulation avec l'extrême droite, Emmanuel Macron l'a beaucoup utilisé en considérant que c'était un outil pour lui, pour construire un face-à-face, non plus entre droite et gauche, mais entre populistes et progressistes, puisqu'il estime que c'est le nouveau clivage, et donc pour préparer un nouveau face-à-face avec Marine Le Pen. Sauf que face à lui, il est dans ce jeu assez traditionnel, assez mitterrandien avec l'extrême droite, mais face à lui, il y a vraiment une extrême droite médiatique maintenant. Celle de CNews, celle de Valeurs Actuelles, celle de Livre Noir, celle du groupe Bolloré d'une manière générale, mais il y a l'Incorrect, il y a Boulevard Voltaire. Et ce qui est incroyable, c'est que CNews fonctionne comme un catalyseur pour toute cette extrême droite médiatique qui est en plein essor, mais qui a désormais une chaîne qui est entièrement à son service. Et pour prendre un exemple et terminer là-dessus, c'est trop tôt pour voir toutes les implications de cette espèce de révolution médiatique que nous sommes en train de vivre, mais on peut juste insister sur une dimension qui est la presse people. La peopleisation à la française dont je parlais au début pour le Mercure galant. C'est essentiel sous la Ve République. On ne peut pas être président sans être people. Et même, c'est pour ça que je vous ai mis un numéro de Paris Match de 54, De Gaulle, au moment où il commence à traverser du désert, comprend qu'il va avoir besoin de ça. S'il veut revenir au pouvoir dans les conditions où il l'attend, c'est-à-dire avec la personnalisation, un régime qui lui corresponde, il faut qu'il devienne un personnage de magazine. Et donc il fait venir à la Boisserie 2 reporters de Paris Match, et il y a un reportage incroyable où il parle même de sa fille trisomique qui est morte, c'est vraiment quelque chose une épreuve terrible pour lui, parce qu'il faut qu'il devienne un personnage people, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et donc Paris Match a accompagné tout ce mouvement vers la personnalisation du pouvoir, et tous les présidents ont joué la carte Paris Match. Je vous en ai mis quelques-uns. Giscard évidemment, Chirac qui joue lui plutôt sur le côté grand-père, et puis évidemment Sarkozy qui avait des liens très forts avec Arnaud Lagardère. Et Emmanuel Macron, qui comme De Gaulle ne croyait pas à la presse people, n'aimait pas ça, a fini par y venir. Sa femme avant lui, d'ailleurs elle a compris avant lui à quel point c'était utile, mais ils ont accepté de le faire avec la reine de la presse people, celle que vous voyez en haut à gauche, qui s'appelle Mimi Marchand, personnage assez incroyable, la mamarazzi comme on l'appelle parfois, et qui a contrôlé toutes les images du quinquennat sur le plan people, et avec un autre personnage important qu'on voit en haut à droite, qui est Sébastien Valliella, qui est l'un des photographes officiels attitrés de l'agence que dirige Michel Marchand. Et Sébastien Valliella, il est connu parce que c'était lui qui avait fait la photo de Mazarine en 94, mais une photo orchestrée par le pouvoir. Mitterrand avait choisi de révéler l'existence de sa fille. 20 ans plus tard, avec Laurence Piot, qu'on voit à droite, qui dirige Closer, il fait les photos de François Hollande sortant de l'appartement de Julie Gaillet. Donc en 20 ans, on voit que tout a changé. Ça n'est plus une photo voulue par le pouvoir, mais une photo contre le pouvoir. Et le coup de génie d'Emmanuel Macron, c'est grâce à Michel Marchand que ce photographe qui aurait pu lui nuire, comme il a nui énormément à François Hollande, il en fait quasiment un photographe officiel, puisque Valliella a suivi tous les débuts du quinquennat et est devenu un photographe au service du prince, au service du président.
D'où cette photo incroyable, assez connue maintenant, de Mimi Marchand, qui, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, dessine les levées de la victoire avec ses deux mains derrière le bureau du président de la République. Or, cet outil au service du pouvoir en France, Paris Match est traditionnellement au service du pouvoir, c'est la presse people et la française. Il est passé du côté de Bolloré. C'est officiellement maintenant le cas et on ne mesure pas encore toutes les implications de ce changement. On en a un indice quand même avec ce qui s'est passé en septembre 2021, au moment où déjà toute la rédaction était en train d'être modifiée parce qu'on préparait le changement de direction et où Zemmour s'est retrouvé à la une de Paris Match avec Sarah Knafo. Alors que traditionnellement, Paris Match ne faisait jamais de une sur l'extrême droite et encore moins sur Zemmour. Alors sur Twitter, c'est ce que je vous ai mis, il a dit qu'il allait porter plainte. Finalement, il n'y a pas eu de plainte. Hein. Surtout, on a bien vu que cette une lui servait, lui permettait lui-même de se peopleiser. Il faut bien comprendre que c'est pas juste Paris Match, Bolloré, c'est Voici, c'est Gala. Donc il va détenir 3 grands journaux people. Et donc, cette presse qui traditionnellement est au service du pouvoir va être détenue par quelqu'un qui est dans une stratégie aujourd'hui d'hostilité au pouvoir et de valorisation de l'extrême droite. Donc on ne connaît pas encore toutes les implications de cela, mais il est probable, et je termine là-dessus, que le quinquennat à venir sera marqué par cet affrontement entre un président jupitérien et l'extrême droite médiatique. Je vous remercie.